Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et merci de nous être fidèles. Vous êtes tous les jours plus nombreux à nous regarder, à nous lire, à nous écouter. Et ça tombe bien puisque nous avons une invitée exceptionnelle dans un cadre exceptionnel. Nous sommes dans ce superbe salon de la résidence des Pins à Beyrouth et notre invitée est la sénatrice française Hélène Conway-Mouret. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes entre deux rendez-vous. Je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé. Alors, vous êtes secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées au Sénat. Vous êtes aussi responsable des Français résidant hors de France. Vous avez été ministre délégué des Affaires étrangères dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande. Qu'êtes donc vous venu faire dans ce bourbier libanais, pour être poli? Alors d'abord, je changerai la terminologie, je dirais dans ce beau pays qu'est le Liban. Ça n'empêche. Auquel je suis très attachée et je crois que c'est la 5e visite pour moi ici. Ce que je suis venue faire, en fait, deux choses. D'abord parce que... Vous avez une mission? Oui, j'ai une mission. Donc je suis venue en tant que sénatrice représentant les Français établis hors de France et donc tout ce qui concerne la représentation française m'intéresse, représentation française, que ce soit donc l'administration, par l'ambassade, par le consulat, la présence économique, notre présence culturelle, notre présence éducative, et tout ça va rentrer dans les 2 jours de ma mission ici, auquel s'ajoute une autre mission qui est, en effet, comme vous venez de le rappeler, mon intérêt pour les questions de défense et de sécurité. Et vous savez que la France est particulièrement attachée à cette région, où le Liban et la Jordanie, d'où je viens, j'ai passé 2 jours en Jordanie avant de venir ici, eh bien, sont 2 pays qui sont stables, qui sont en paix, avec des problèmes de politique interne, certes, mais enfin, par rapport au voisinage, ce sont des pays qui sont stables. Et nous avons tous intérêt, libanais, jordaniens et le reste du monde, à ce que ces 2 pays restent dans cette... stable, dans une zone d'instabilité majeure. Voilà, et c'est à partir de là que l'on peut en effet essayer de penser que le rayonnement de cette stabilité pourrait avoir un effet positif sur des voisins qui malheureusement ont des problèmes et une vie un peu turbulente. Ça fait plaisir à entendre quelqu'un qui dit que le Liban est un pays stable. Merci pour les pauvres Libanais. Sur le plan de la politique extérieure, c'est un pays qui est stable, qui est en paix. Oui. Alors demain, vous parlez de défense. Demain, vous voyez le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun. C'est la dernière institution encore debout, grâce à lui d'ailleurs, l'armée libanaise. Vous allez proposer de l'aide, des armes, de l'argent à l'armée ? Alors, je ne suis pas ici dans dans une mission où j'arrive en effet avec une aide particulière. D'abord parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un partenariat. Le Liban et la France sont 2 pays distincts. Nous avons un passé commun, nous avons un présent que nous partageons et un avenir à construire ensemble. Ça, c'est certain. Et donc, ma mission est de constater, d'observer en effet les besoins, et je pense qu'ils seront exprimés demain en effet par le chef d'état-major des armées, et de pouvoir rentrer en France parce que nous allons débuter un processus d'amendement et d'examen d'un texte qui pour nous est très important en France, qui est la loi de programmation militaire. C'est un texte qui sera examiné au mois de juin prochain, où nous allons définir les objectifs en matière d'équipement, mais également pour la future, pas simplement, pour le futur rôle de l'armée française dans le monde dans les 5 prochaines années. Donc définir en effet ce dont elle a besoin, ce qui aujourd'hui doit être prioritaire en matière de crédit budgétaire, et tout cela sera décliné pour les 5 prochaines années. Donc c'est un petit peu de prospective, et donc il est très important de voir ce qui se passe dans le monde en dehors de l'Europe, où aujourd'hui nous sommes occupés avec une guerre en Ukraine, et de s'assurer que c'est bien l'ensemble du monde qui est pris en compte quand nous allons décider du déploiement de nos forces, des priorités que nous allons donner, des équipements dont nous avons besoin, mais dont nos alliés et nos partenaires peuvent également avoir besoin. Donc c'est tout cela qui,
aujourd'hui est en construction. Donc il est important d'observer sur le terrain les besoins, ce qui se passe. Et le Liban, comme je l'ai dit, tout comme la Jordanie, pour nous, est un partenaire privilégié avec lequel nous devons travailler, et nous pourrons mieux travailler le jour où, en effet, les Libanais auront désigné un président qui sera le porte-parole et la voix dans les instances internationales. Et les interlocuteurs que je rencontre depuis ce matin et que je rencontrerai encore demain, pour eux, je porte un message un peu pressant en disant, mais je pense que les Libanais le savent, que le Liban a besoin d'un président, a besoin d'un gouvernement, un gouvernement qui ensuite fera que les administrations seront remises au travail, fonctionneront, et de fait, un État qui fonctionne et pas simplement un pouvoir aujourd'hui à une vacance qui n'est pas propice ni à la stabilité future, donc j'en reviens à ma question de sécurité de ce pays, ni au développement économique dont il a besoin. Donc vous avez vu aujourd'hui Walid Jumblat, qui est un personnage clé au Liban, vous avez vu Michel Maouad, qui est le candidat de l'opposition, vous voyez d'autres personnes. Qu'est-ce que vous leur dites aux interlocuteurs? Parce que là, vous prêchez des convaincus. Eux, ils vont, ils votent. Je n'ai pas grand-chose à leur dire, je les écoute. Parce que la solution est libanaise. Ce sont les Libanais qui vont demain choisir leur président. Et c'est en interne qu'il y a besoin d'un compromis. Aujourd'hui, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une avancée, malheureusement, il y a des blocages. Et qu'à un moment, il faudra que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, parce que plus le temps passe, plus le pays a des difficultés économiques, financières et autres. Et je crois qu'il y a urgence, je crois que les uns et les autres en ont pris conscience, mais je ne suis pas là certainement pour donner des leçons, je suis là pour écouter, pour essayer d'analyser, et en retour, si on me pose la question comme vous le faites ce soir, eh bien de dire qu'en effet, en tant qu'observatrice neutre et en dehors de la politique libanaise, il me semble qu'il serait bon, demain ou après-demain, de se mettre à la table des négociations pour les différents partis en lice et d'arriver à un compromis qui permette d'avoir un président en place. Oui, mais depuis le départ du président Michel Aoun, de l'ex-président, les séances parlementaires se multiplient, se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que vous avez un camp qui vote, qui joue le jeu, c'est-à-dire le PSP de Walid et Taïmour Jumblat, les forces libanaises, le parti de Michel Maouad, les Kataeb des Gemayel, quelques députés souverainistes, et de l'autre, un camp qui bloque le Hezbollah, mené par le Hezbollah et ses alliés, Amal et le courant patriotique libre du gendre de l'ancien président de la République. C'est-à-dire que c'est quand même un peu clair. On sait qui bloque. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui bloquent ? Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et s'ils enfin, le font ce pas... sont des Libanais. Ah, ben d'accord, mais ce sont des Libanais, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont parfaitement conscients des difficultés grandissantes de la population. Enfin, j'ai regardé un petit peu les chiffres, d'une pauvreté qui grandit, de difficultés à s'approvisionner, les difficultés énergétiques, et ceux-là doivent être, en tant que citoyens, responsables, notamment si ce sont des responsables politiques, de prendre leurs responsabilités. Après, s'ils sont élus, c'est qu'ils représentent une population qui croit en eux. Si cette population souffre, peut-être qu'à un moment, il faudra que cette population exprime, par le choix démocratique, que les choix qui sont faits pour eux ne vont pas dans le bon sens. Le sport populaire au Liban, c'est de dire, aussi bien les citoyens que les dirigeants, qu'on attend quand même des décisions internationales. Les décisions internationales, ça veut dire en gros France, États-Unis, Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça ne marche plus comme ça. Mais ça ne marche plus non plus quand on... Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a une période de colonisation qui est terminée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ingérence d'un État étranger dans la politique intérieure d'un autre. Ça s'appelle de l'ingérence. Donc, en effet, on peut apporter une aide internationale, peut-être financière, pour aider un passage difficile,
Mais ce n'est ni les Américains, ni les Français, ni les Saoudiens, ni les Qataris qui demain vont, je les avais oubliés, oui. Vont décider, parce que la France est quand même à la manœuvre pour essayer de trouver à la fois un soutien et peut-être des alliés aussi pour aider le Liban à avancer et à résoudre ce problème de politique interne. Ça ne passe pas par l'extérieur, ça ne viendra pas de l'extérieur. Sauf par exemple, on parle là, depuis quelque temps, que les puissances occidentales, comme on les appelle ici, dont vous faites partie, pourraient prendre des sanctions à partir du mois d'avril ou des restrictions concernant les personnalités qui bloquent. Oui, alors peut-être que ça sera le cas. Pour l'instant, je crois qu'il y a un processus. Mais c'est pas écarté. Non, mais à un moment, enfin aujourd'hui, il y a une pression pour que le Liban accepte un certain nombre de réformes, et on voit bien que là non plus, ça n'avance pas. Mais à nouveau, on revient, vous savez, c'est un serpent qui se mord la queue. Le jour où il y aura un État qui pourra fonctionner, parce qu'il y aura une gouvernance, et cela commence, et je reviens à mon point de départ, un président, un gouvernement, un parlement, et que tout ça redémarre, il n'y aura plus ces blocages qui sont le fait de certains, pour des raisons qui les regardent, mais qui aujourd'hui sont très destructrices pour le pays globalement, enfin collectivement. Et la solution ne viendra certainement pas de l'étranger. Donc il faut, ça c'est un leurre. Sauf s'il y a une menace de sanction. Oui, menace de sanction, mais alors sanctionner les personnalités, parce que si le Liban devait être sanctionné pour ne pas... Là, on se retrouve avec la population qui souffrirait encore plus. Et que peut faire la France? Parce qu'il y a eu la célébrissime initiative française, c'était un échec. Il y a eu la récente réunion de Paris, échec. What else, comme dirait notre ami Clooney. C'est pas le fait des Français. Tant que les Libanais ne bougent pas, les Français pourront s'agiter autant qu'ils le veulent. Ça n'avancera pas. Des Libanais, pas les Libanais. Oui, alors des Libanais, si vous voulez. Mais enfin, moi, je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas à décider qui fait quoi. Je vous dis simplement de l'extérieur ce que nous essayons de faire, et nous sommes à la manœuvre sur le plan diplomatique pour inciter les Libanais ou des Libanais à prendre les décisions qu'il faut. Comment vous pensez que c'est possible de construire un État normal, entre guillemets, quand vous avez un autre État à l'intérieur qui est le Hezbollah et qui en fait obéit à l'Iran? C'est ça la complexité de la situation au Liban. C'est-à-dire vous avez un État théorique qui est impuissant et fragilisé, et puis un super État super fort qui est le Hezbollah. Enfin, moi, de l'extérieur, je ne vois pas qu'il y ait un super État. Je vois qu'il y a une vacance politique aujourd'hui, qu'il y a des factions qui sont dans l'incapacité de se mettre d'accord et de trouver un compromis. Là, c'est aux Libanais de décider ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent aussi comme représentation politique. Oui, parce que tant que le Hezbollah est là, enfin beaucoup d'analystes vous disent, tant que le Hezbollah est là, comment voulez-vous construire un État? Parce qu'ils ont une armée, ils ont des institutions, ils contrôlent les frontières, donc c'est très compliqué. Voilà. Donc il faut régler ce problème aussi, à un moment. Aux Libanais de le faire. Aux Libanais, ça provoquerait une guerre civile? Pas forcément. Pas Vous forcément. savez, franchement, on peut passer... Je crois que le Liban a suffisamment souffert et a peut-être aussi dans l'inconscient collectif la guerre civile pour ne pas avoir envie de recommencer. Les Libanais n'ont certainement pas envie. Vous avez parlé aussi de la situation économique. C'est la même histoire, c'est-à-dire qu'on demande à des gouvernements ou des gouverneurs ou des dirigeants de faire des réformes alors qu'ils sont eux-mêmes responsables de la faillite du pays. Ils ne le feront jamais. Ils ne vont jamais le faire. Par exemple, on prend l'exemple du FMI. Le FMI, tout le monde est d'accord pour dire qu'à un moment donné, comme tout pays en banqueroute, quasiment, le FMI doit passer un accord avec le FMI. Sauf qu'au Liban, l'accord avec le FMI, ce n'est pas l'accord du FMI. Il a été concocté par des gouvernements libanais successifs. Et si on l'applique, c'est la fin définitive du Liban. Et donc, comment la France peut aider? Il y a eu encore la réunion de Paris, il y a la conférence CEDRE qui est toujours en suspens. Est-ce que vous pensez que la France peut
aider à trouver un accord avec le FMI un peu plus intelligent? On en revient, pardon, on tourne en rond parce que... Les Libanais. Oui. Il faut qu'il y ait un gouvernement et un président qui discutent. Ce n'est pas au président français d'aller au FMI pour dire, vous savez, il faut faire ceci ou cela pour les Libanais. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si certains laissent à penser qu'il faut attendre parce que le sauvetage viendra de l'extérieur, ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc il n'y a pas de signe de sauvetage. La solution est politique. Le système politique, les politiques élus aujourd'hui ont la responsabilité de ce qui se passe et doivent être suffisamment responsables pour trouver la solution en interne et qu'il y ait un président demain, un gouvernement et un État qui soit en reconstruction. On n'a pas besoin de pouvoir, on a besoin d'un État, on a besoin d'une gouvernance. Et cela pourra apaiser, et je pense que s'il doit y avoir une négociation, le FMI sera en capacité d'entendre le président du Liban, mais certainement pas le président de la France. Certainement. J'ai une dernière question à vous poser, vous qui aimez le Liban. Vous me l'avez dit juste avant l'interview. Qu'est-ce que vous dites à ces centaines de milliers de jeunes Libanais qui s'en vont? Eh bien, désespérés. Oui, bien sûr. Et malheureusement, ce n'est pas le premier pays où je me déplace, puisque ma circonscription étant planétaire, je passe mon temps dans ma circonscription, c'est-à-dire partout. Je peux vous dire vous voyez que des gens désespérés, donc? Non, grand Dieu, heureusement. Non, je ne vois pas que des gens désespérés, mais je vois un grand nombre de pays aujourd'hui où les populations sont en souffrance, où le fossé entre ceux qui ont et ceux qui ont de moins en moins se creuse. Et je vois surtout une jeunesse en souffrance dans beaucoup de pays qui aimerait simplement avoir l'espoir de se dire, voilà, j'étudie, mais demain, je serai en capacité de postuler au métier qui va me rendre heureux et qui va faire que je vais pouvoir installer une famille, enfin vivre sa vie correctement et décemment. Et que cet espoir-là est nié aujourd'hui à beaucoup de jeunes qui ne voient pas comment ils vont pouvoir un jour travailler et vivre décemment, comment ils vont pouvoir quitter leur famille. Donc beaucoup font le choix de partir. Et je me dis que le jour où le Liban est en capacité de se reconstruire, parce que quand même, c'est un pays qui a une résilience extraordinaire, qui a traversé des crises les unes après les autres et qui a su rebondir. Donc moi, je crois sa capacité et surtout la capacité des Libanais à trouver cela, parce qu'à la fois quand on combine résilience, management de crise phénoménal, pouvoir s'en sortir, rebondir et ne rien lâcher, et les Libanais ont ça en eux. Enfin, tous les Libanais que je rencontre dans le monde entier sont des gens qui réussissent, qui sont des exemples pour les autres, et de se dire que quand ils reviennent ensemble dans leur pays, bon sang, ils devraient collectivement être en capacité de faire ce qu'ils font à l'extérieur. Donc moi, j'attends que ce Liban se reconstruise et offre un espoir à sa jeunesse, et je pense que ceux qui aujourd'hui participent au développement des autres pays reviennent ici et participent au développement du Liban qui le mérite. Vous avez un pays absolument magnifique. Il y a absolument tout. Enfin, c'est un joyau qui nous est donné. C'est un pays maritime, c'est un pays qui a des montagnes, qui a un climat extraordinaire, qui a de l'eau, enfin qui manque de rien, mais qui manque d'un système politique qui soit responsable et qui permette à ce pays de fonctionner avec un État fort, un État de droit et une population qui pourrait s'épanouir dans un pays qui offre absolument tout. J'espère de tout cœur que les dirigeants de ce pays vous entendront et feront un petit effort et qui seront aussi passionnés que vous pour l'avenir des jeunes de leur propre pays, ceux qui ne sont loin d'être malheureusement pour une partie d'entre eux. Madame la sénatrice, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu ici Beyrouth. Restez sur ici Beyrouth, hein, toute l'actualité, les analyses, les vidéos de tout ce qui se passe au Liban, au Proche-Orient et dans le monde. C'est aussi sur nos réseaux sociaux qui s'inscrivent juste en bas de l'écran.